Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition spéciale en direct sur Média TV que nous consacrons à la visite d'État qu'effectue dès aujourd'hui le président français Emmanuel Macron à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le couple présidentiel a été reçu avec tous les honneurs. La délégation accompagnant le président est d'une ampleur inédite avec 9 membres du gouvernement français, des représentants du Sénat et de l'Assemblée nationale, ainsi que les têtes d'affiche du monde économique français, des industries lourdes au e-sport, en passant par le secteur énergétique ou encore la mobilité. Dès le premier jour de cette visite d'État, les entretiens entre les deux chefs d'État ont porté sur le passage vers une nouvelle ère des relations fortes entre le Maroc et la France, avec une profondeur régionale. Le renouvellement du partenariat maroco-français a été acté à travers la signature d'une vingtaine de protocoles d'accords et de conventions devant Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Macron. Projet à portée stratégique, secteur à valeur ou à haute valeur ajoutée et une profondeur politique qui font le ciment des relations bilatérales entre Rabat et Paris. Comme rappelé par le souverain dans le discours prononcé au Parlement le 10 octobre dernier, je cite Sa Majesté le roi Mohamed VI. Grâce à la dynamique positive que connaissent nos relations bilatérales, des perspectives prometteuses s'ouvrent à nos deux pays dans de nombreux secteurs stratégiques permettant de renforcer le partenariat d'exception bâti des décennies durant sur l'amitié et la confiance. Fin de la citation royale. Et nous allons analyser les enjeux, la profondeur, mais aussi les tenants et aboutissants de cette visite d'État du président français au Maroc en compagnie de mes invités. Je commencerai par le doyen de l'Institut d'études politiques à l'Université internationale de Rabat, professeur Mehdi Aliwa. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, de répondre à nos questions. Nous avons également avec nous le politologue Mostafa Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Il est expert en géostratégie et en sécurité. Professeur Cherkaoui Roudani, bonsoir à vous et bienvenue à vous également. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Avec nous aussi, il s'agit de diplomatie, l'expert en relations internationales, professeur Zakaria Boudahab. Toujours un plaisir, une joie renouvelée de vous accueillir sur ce plateau. Merci, Madame Khadija. Merci. Professeur Sahimi, Rabat séparé des drapeaux marocains et tricolores aujourd'hui pour accueillir le couple présidentiel. Une visite d'État qui vraisemblablement marque l'histoire des relations entre Rabat et Paris. D'abord, on commence par un commentaire sur la forme. La forme, mais vous savez, la forme, c'est, comme disait Victor Hugo, c'est le fond qui remonte à la surface. Parfaitement. Il y a un an, qui aurait pu penser qu'il y aurait une visite d'État du président français dans le royaume? Il y a un an. Les relations étaient quand même dans une conjoncture difficile. Il y a eu un processus de normalisation qui a été engagé depuis un an, illustré par la visite de l'ancien ministre des Affaires étrangères au Maroc, Stéphane Séjourné, qui était venu et qui avait fait d'ailleurs des déclarations intéressantes précisément sur les axes de ce partenariat d'exception. Et il avait même parlé d'une consolidation des relations bilatérales dans une perspective de long terme. Il avait parlé de 30 ans. Nous y sommes. Alors, c'est une visite d'État. Évidemment, dans le code protocolaire, c'est le degré le plus élevé des visites de chefs d'État. Quelle est la gradation? Il y a visite d'État, il faut le dire. Ensuite, il y a visite officielle. Ensuite, il y a visite d'amitié. Et puis, il y a visite privée. Donc, voilà un peu le schéma. Alors, c'est un protocole particulier avec un grand décorum, évidemment, sur ce plan-là, attesté par d'abord le dîner d'État qui est offert par Sa Majesté le roi, président Macron et à Madame Brigitte Macron. Il y a aussi pour demain soir. Il y a aussi le fait que c'est un protocole millimétré parce que c'est une visite d'État. D'ailleurs, nous avons le programme et on a pu voir que c'était évidemment extrêmement millimétré. Et puis, il y a un acte important pour nous, entre autres, indépendamment de ce qui a été signé. C'est le discours du président Macron demain, mardi, à 11h, devant les deux chambres du Parlement. Et il y a un précédent. En avril 2013, le président Hollande avait fait également un discours important, on s'en souvient, donc voici 11 ans, devant les représentants du Maroc.
Donc c'est quelque chose d'important. Mais le contexte a beaucoup évolué depuis la présidence de François Hollande. Oui, là, vraiment, ce discours, on l'attend beaucoup d'Emmanuel Macron au Parlement. L'acte est important, le fait de s'adresser à la représentation nationale d'un pays. Je signale quand même au passage, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont éligibles à ce type de discours. Pourquoi ? Parce que s'adresser à la représentation nationale et deux chambres, c'est la reconnaissance qu'il y a des institutions représentatives issues d'un processus électoral qui a été globalement satisfaisant, tout le monde le sait. Et je ne vois pas le président Macron, si vous me le permettez, parler à des parlements dans des pays voisins pour ne pas les citer. Alors, les entretiens entre les deux chefs d'État ont porté vraiment sur des questions cruciales, bien naturellement, qui concernent le bilatéral. Cherkaoui Roudani, il y a été aussi question de régional et d'international. Commentaire. Oui, tout à fait. Dans la déclaration commune, donc, il y a cette force de créer une synergie pour une projection dans l'espace euro-atlantique, l'espace africain et l'espace atlantique. Espace euro-méditerranéen, espace africain et l'espace atlantique. Et de fait, aujourd'hui, donc, on aperçoit qu'il y a une volonté d'appuyer toutes les synergies, toutes les visions d'intégration régionale. Et j'imagine que la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI d'inscrire les pays de l'Afrique subsaharienne dans la géostratégie de l'Atlantique, il a été dans cette perception, dans cette conception. Aussi, donc, l'appui à la ZLECAf, étant donné que la ZLECAf, c'est une perception africaine appuyée par le Royaume du Maroc pour une économie inclusive dans cette conception. N'oublions pas aussi une chose très importante, Madame Khadija, c'est qu'aujourd'hui, cette visite vient dans un contexte international qui est en évolution. Et le Maroc, aujourd'hui, se positionne en tant qu'une vigie et un bastion. Une vigie, c'est ça, il a cette force d'observer, cette capacité de réagir et d'agir pour la paix et la sécurité. Et un bastion contre les menaces potentielles qui règnent à l'échelle régionale et à l'échelle internationale. Et de fait, aujourd'hui, donc ce partenariat d'exception renforcé vient de consolider la place du Maroc en tant que pivot, en tant que pays qui est capable d'assurer la sécurité globale, étant donné, par exemple, si on voit par exemple les protocoles, les accords qui ont été signés, on parle de l'agroalimentaire, on parle des changements climatiques, on parle de beaucoup de choses. Et de fait, aujourd'hui, cette synergie... De beaucoup de sécurité, ou on va dire de beaucoup d'axes de ce qu'on appelle le concept de sécurité, parce qu'elle est, comme vous le disiez à très juste titre, elle est alimentaire, elle est énergétique, et elle est aussi purement sécuritaire et militaire. Oui, tout à fait. Et donc, de fait, aujourd'hui, ce partenariat d'exception renforcé vient de consolider cette place incontournable du Maroc dans les relations sud-sud et dans les relations nord-sud. Et de fait, je pense aujourd'hui, à travers cette projection avec des actions communes, comme elle a été bien soulignée dans la déclaration commune, imprime cette vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour mettre en place une vision plus globale pour développer le continent africain à travers donc, une vision où il y a le développement, la sécurité et la paix. Et c'est un point en commun que partagent justement les deux chefs d'État, c'est pour le développement et la sécurité de toute la région. C'est dans cette dynamique que s'inscrit donc ce renouvellement du partenariat. Et un point très important, on le voit ici, c'est un moment quand même très historique de l'échange des documents officiels signés donc par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République française. Et il y a un point quand même qu'il faudra relever, qui n'est pas des moindres. Professeur Abou Dahab, c'est la question palestinienne qui a été au cœur des entretiens. La géopolitique a été présente évidemment durant les entretiens et les échanges entre les deux chefs d'État, premièrement. Et puis cette question, elle est aussi préjudicielle. Il fallait aussi la dissiper. Dans le sens où, d'abord, pour le Maroc, c'est une constance. Il est clair de rappeler que pour Sa Majesté, la question palestinienne est au même rang que la question de l'intégrité territoriale. Ça va de soi. Et au regard aussi du statut de Sa Majesté en tant que président du comité Al-Quds et par ailleurs aussi toutes les actions sur le terrain. Et d'ailleurs, qui forcent l'admiration, notamment les actions menées par l'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif. Et au-delà, les aides
humanitaire, etc. Je voudrais dire aussi que la France, quand même, récemment, s'est distinguée par rapport à d'autres pays européens, par rapport à une position un peu courageuse, le fait d'interdire tout export d'armes à Israël, compte tenu évidemment de la dégradation notable de la situation. Et moi, je crois que là, nous sommes dans une sorte d'approche commune, dans le sens où la stabilisation du Moyen-Orient ressort aussi de la responsabilité de la communauté internationale, comme on le dit. La France étant membre permanent au sein du Conseil de sécurité, elle peut activer des leviers par rapport à cette situation, encore une fois, désastreuse, et endiguer l'implosion de la situation, surtout quand on sait qu'entre l'Iran et Israël aujourd'hui, il y a une tension qui monte d'un cran, et par conséquent, je le crois de mon point de vue, quand les deux pays s'allient, le Maroc et la France, pour essayer de chercher, d'ailleurs selon même les termes du communiqué, à œuvrer pour la création d'un État palestinien. Moi, je crois que aussi le Maroc attend un geste de la part de la France, comme celui qui a été pris courageusement par l'Espagne et par la Norvège, et reconnaître carrément l'État palestinien au niveau même des frontières, comme cela a été dit, de juin 1967. Absolument, et c'est fait partie, comme vous l'avez rappelé, de la déclaration commune à l'issue des entretiens donc, entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président Macron. Professeur Aliwa, donc là aujourd'hui on est dans des enjeux régionaux, internationaux, mais avant tout, il y a du bilatéral. Ce renouvellement du partenariat maroco-français s'inscrit dans une nouvelle dynamique avec des enjeux qui restent aussi classiques et historiques. Bien sûr. Mais par contre, c'est très important. J'ai bien aimé comment vous avez distribué la parole et qu'on ait parlé à la fois de sécurité, de stabilité, mais aussi de la question coloniale, parce que la brouille était à ce propos-là d'une décolonisation qui a été achevée pour le Maroc et que certains ne reconnaissent pas, alors que les faits historiques sont là. Et le parallèle aussi avec ce qui se passe en Palestine, et cette question décoloniale n'est pas finie. C'est très important de le dire, puisque la fracture méditerranéenne, mais c'est aussi au niveau mondial, elle est sur les anciens empires qui continuent à dominer, à avoir une place au Conseil de sécurité, etc. Et les anciennes contrées colonisées qui se sont émancipées, qui se sont développées, qui ont créé leur propre soft power, voire même parfois hard power, et dont le Maroc fait partie, parce que le Maroc a réussi tout un ensemble de choses, et donc il ambitionne de le montrer, et de le montrer notamment avec l'ancienne puissance coloniale, et de dire maintenant le passé, c'est le passé, avançons de l'avant, et ne restons pas... de l'avant, d'égal à égal. Parce que je Ben pense que c'est une donne qui a changé, et dont on voit aujourd'hui les fruits. Totalement. Si ce narratif n'est pas sincère de l'autre partie, ça ne pourra pas fonctionner longtemps, parce que c'est une blessure ancienne qui ne demande qu'à être cicatrisée. Peut-être qu'elle l'est déjà, mais de temps en temps, il y a des gens qui soufflent sur les braises, et il est important de rappeler les fondamentaux. Je pense que le Maroc l'a fait, et puis il l'a fait sans excès. On n'est pas tombé dans des discours de surenchère, etc. Et on est tous satisfaits de voir que la France, c'est un pays que beaucoup d'entre nous aiment, ou en tout cas apprécient, si c'est peut-être le mot amour est exagéré, et que donc lorsque le représentant de l'État entend raison sur la question du Sahara, on est assez satisfait. Mais sur le bilatéral, évidemment, il y a aussi les choses concrètes de société à société. Justement, parlons-en. Oui. Quelles sont ces choses concrètes? Il y en a beaucoup. On va ouvrir le bal avec les questions des mobilités, peut-être. Oui, bien sûr. Parce que c'est intéressant de voir que dans les accords qui ont été livrés et signés, ou les protocoles d'accord, il y a seulement une heure ou un peu moins d'une heure, on voit bien que la question, par exemple, du ferroviaire est importante. Alors bien sûr, derrière, il y a un enjeu financier, il y a un enjeu industriel, il y a un enjeu aussi pour la France de vendre aussi, mais il y a un enjeu pour le Maroc de développer son territoire et de permettre une meilleure connectivité, interconnectivité, un plus grand accès aux mobilités pour les populations. Et on sait bien que les sociétés modernes ne peuvent pas se développer sans la capacité à avoir accès au mouvement, que ce soit de manière virtuelle à travers le net, la fibre, etc., ou que ce soit bien sûr de manière concrète, physiquement,
à travers les trains, les aéroports, les ports, dont il sera question aussi. Et donc là, on voit bien à quel point on a besoin, d'une certaine manière, de l'aide de la France, mais la France a aussi besoin de Est-ce que vous y voyez aussi, justement, c'est-à-dire une co-industrialisation aussi, c'est-à-dire que le Maroc migre du statut de simple client à partenaire dans des industries telles que les industries de la mobilité? Totalement, et c'est ça qui a toujours été demandé. Je me souviens de l'ancienne visite d'État de Nicolas Sarkozy, par exemple. À l'époque, le terme à la mode, c'était co-développement. Oui. Bon, de l'eau a coulé sous le pont depuis. Avec François Hollande, on a repris dans d'autres termes cette idée-là. Mais elle est essentielle pour un pays comme le Maroc. On ne peut pas être simplement à des simples clients. Et ça a été rappelé, puisque tout à l'heure, je parlais de la question coloniale pour le narratif géopolitique et politique. Mais de point de vue économique, si on n'est que des simples clients, c'est à fond perdu. On voit bien à quel point il y a des joint ventures qui vont se mettre en place, mais je laisse on y arrive. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le Maroc est en train de se positionner aussi comme fournisseur sur plusieurs secteurs, sur des secteurs d'avenir, et notamment sur l'énergie. Vous avez évoqué tout à l'heure, Cheikh Kabiroudani, les aspects de la sécurité énergétique. La sécurité énergétique reste très, très importante. Oui, plusieurs protocoles d'accord ont été signés dans ce sens. Le Maroc aujourd'hui change de positionnement et voire même change le visage de la dépendance énergétique et qui mue aussi vers une collaboration, une coopération énergétique, plus qu'une dépendance énergétique, comme on le voit avec les énergies fossiles, mais cette fois avec des énergies vertes et durables. Oui, c'est une question effectivement de dimension géopolitique, parce que quand on parle de la géopolitique de l'énergie de l'Europe aujourd'hui, avec les règlements intérieurs de l'Union européenne, donc nous avons donc la tendance de mettre en place et de consommer une énergie renouvelable, une énergie durable. Je pense aujourd'hui le Maroc, avec ce partenariat énergétique entre le Maroc et la France. La France, il a une expertise, il faut le dire, sur la production de l'hydrogène vert. Je parle de EDF, je parle de Total Énergie, je parle de plusieurs consortiums français. Pour ne citer que celle-ci, parce que beaucoup sont représentés par leur top management lors de cette visite. Il faut le rappeler, une délégation très forte qui accompagne le président français. Et ce n'est pas anodin, il y avait le COP 21. D'accord. Oui. Et après le COP22 à Marrakech, où il y avait vraiment la matérialisation, la déclinaison de plusieurs stratégies en actions concrètes au Maroc. Et de fait, d'ailleurs, à Marrakech, c'est Sa Majesté qui a supervisé donc, ces accords et aussi cette dimension géopolitique de l'énergie à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans la transition énergétique. Le Maroc, il a l'ambition d'atteindre d'ici 2030 53% de production énergétique décarbonée. C'est quelque chose qui va dans la diplomatie climatique qui mène Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'échelle internationale. N'oublions pas aussi qu'il y a d'autres projets phares de dimension continentale avec une vision inclusive. Je parle du gazoduc du Nigeria passant par le Maroc vers l'Europe. Ça, c'est une dimension géostratégique, ce projet-là, étant donné que ce qui se passe dans les équations géostratégiques... Vous pensez que la France pourrait s'arrimer à ce projet du gazoduc Nigeria-Maroc? Oui, il a intérêt et les pays européens, ils ont intérêt. Et je pense même dans la déclaration commune, on peut remarquer une phrase très importante de dimension géopolitique. C'est que ce partenariat d'exception renforcée s'attache à créer une synergie entre les deux rives de la Méditerranée. On ne parle pas du Maroc, la France ou bien Espagne-France, mais on parle de l'ensemble des pays de l'Europe de l'Ouest avec le Royaume du Maroc, étant donné aujourd'hui que le Maroc, c'est un pivot dans la région, dans la production de l'énergie et aussi dans la consommation de ce qu'on appelle l'énergie renouvelable, l'énergie verte. Et aussi dans les technologies vertes. Les technologies vertes, la France, il a vraiment une expertise qui est de renommée internationale. Aujourd'hui, les universités marocaines, les laboratoires de recherche marocains développent vraiment des méthodes et aussi accroître leur potentialité, leur force de mettre en place vraiment des stratégies de technologie vertes. Je pense aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez tout à l'heure parlé de co-développement. Maintenant, on parle de colocalisation de ces entreprises de dimension énergétique. Et je pense aujourd'hui, nous sommes vraiment effectivement dans une phase où il y a donc un partenariat et on est en train de créer, si vous acceptez le terme, un mortier de liaison de ces relations qui vont durer dans l'espace et dans le temps et qui vont toucher pas que le Maroc et la sous-région, mais le continent africain dans son ensemble. Mostafa Sahimi.
Je voudrais revenir au factuel, si vous le permettez. C'est bien ce qui a été dit, etc. Le factuel que je décline sur plusieurs points. D'abord, la politique énergétique du Maroc. L'horizon, c'est 52% d'énergie renouvelable en 2030. C'est un objectif qui va être atteint en 2027-2028. Ça a été annoncé il y a quelques jours seulement. Donc, c'est extrêmement important. Deuxième élément que je voudrais relever, c'est le repositionnement des grandes entreprises françaises pour ce qui est des marchés intéressant la mobilité, en particulier le train. Il est connu que les entreprises françaises, depuis 2-3 ans, se plaignaient de ne pas être dans un schéma concurrentiel parfait, du fait de, par exemple, des intérêts chinois et d'un certain nombre de marchés qui ont été donnés à la du Chine. contexte diplomatique aussi, c'est facile. Mais c'est lié, évidemment. Eh oui, vous savez, c'est pas neutre. Le Maroc est souverain, il a une diplomatie qui se décline suivant ses intérêts, et donc les grands marchés, évidemment, ne peuvent pas être donnés à des puissances qui sont réservées, en particulier sur la question nationale. Donc c'est important, c'est une normalisation qui va permettre aux entreprises françaises, notamment Alstom, pour ce qui est des lignes grande vitesse, etc., de se repositionner de manière avantageuse. Mais Mostafa Sahibi, justement, on a déjà parlé de ces points-là. Si on pouvait avancer sur le reste des protocoles d'accord et par chapitre, le chapitre du financement. Je vous laisse finir, bien sûr. Vous êtes gentil. J'ai deux autres points sur la position française pour ce qui est de la question palestinienne. Il est fait état d'une convergence, on s'en félicite, mais il faut quand même relever, en direction de nos téléspectateurs qui le savent, que c'est une position qui a été fluctuante depuis 1 ou 2 ans. La position française a été marquée par un certain nombre d'ambiguïtés, d'avancées, de reculs, etc. Et on ne peut que se féliciter que ce soit la France qui rejoigne la position marocaine. Oui, de la solution à 2 États, avec Al-Quds Est comme capitale. Un dernier point sur la question nationale, ça a été dit par mon collègue ici. La France a décidé, il y a quelques jours seulement, de restituer au Maroc 2,5 millions d'archives historiques. Et c'est extrêmement... Ah oui, ça a été annoncé il y a quelques jours seulement. C'est un acte fort, évidemment. Et les archives, pourquoi les archives? Parce que ça permet d'établir des documents historiques à l'appui, si besoin était, des titres juridiques et historiques du royaume pour ce qui est de ces provinces méridionales. De ces territoires. Justement, il y a du nouveau, il y a du neuf, et il concerne le financement. Parce que finalement, effectivement, l'approche est complètement différente. Là, on va financer des projets pas en aide au développement, mais en cofinancement. C'est une nouveauté, Mostafa Sahibi, oui. Il faut le relever. On a un protocole d'accord sur la création d'un accélérateur d'investissement Maroc-France, une joint venture entre l'AFD, l'Agence française de développement, et le fonds Mohamed VI pour l'investissement, doté d'une enveloppe initiale de 3 milliards de dirhams, soit 300 millions d'euros. Vous avez lu comme moi, évidemment, le communiqué commun qui a été publié, donc il comprend 22 points, un certain nombre de points, et notamment les protocoles, il y en a 22, il y a 22 accords. Ce sont des protocoles. Ces protocoles qui fixent des programmes donc généraux, qui fixent des points de mobilisation et d'association. Mais le seul chiffre qui est donné dans ce communiqué, c'est précisément les 3 milliards de dirhams que vous avez évoqués. Et c'est un projet intéressant. Ils appellent ça accélérateur d'investissement Maroc-France. On aurait pu s'en tenir à cette terminologie, disant il y a un organe qui va être mis sur pied. Ce n'est pas le cas. Il y a un chiffre qui est donné, donc de 3 milliards de dirhams, mais c'est extrêmement important. Donc, pour ce qui est de cet accord, et qui intéresse donc la promotion des investissements. Donc il y a une stratégie qui se décline dans une vingtaine de domaines que vous avez évoqués, mais ce qui est important, c'est qu'il y a un chiffre maintenant. Il y a un chiffre qui est donné, et donc c'est un engagement important de l'État français. De l'État français, notamment aussi dans les provinces sahariennes. Zakaria Boudahab, là, c'est écrit noir sur blanc. L'AFD, l'Agence française de développement, s'engage à investir davantage au Maroc et notamment dans ces provinces sahariennes. C'est un signal très fort. Oui, c'est clair, parce que il faut donner du concret aux déclarations déjà faites. Voilà. Et par conséquent, ce qui reste, c'est le physique,
le matériel, c'est le durable. Et cela s'inscrit dans une optique. D'abord, il me semble que c'est rassurant par rapport à une décision qu'on a beaucoup commentée entre nous de la Cour de justice de l'Union européenne. Et par ailleurs, il me semble aussi que c'est un signal émis en direction de ces juges qui n'ont pas pris en considération que l'investissement au sud du Maroc est porteur de revenus pour ses habitants et finalement ça participe d'une vision de développement durable. Et ça rejoint finalement, ça épouse le paradigme onusien concernant les objectifs de développement durable, à commencer par l'éradication de la pauvreté, la réalisation de la sécurité alimentaire, etc. Deuxième chose, Madame Khadija, c'est que même les États-Unis, depuis 2015, du temps même de Barack Obama, dans le cadre du budget fédéral, il y avait toute une partie réservée au soutien financier apporté à des investissements au Sud. Bientôt les élections aux États-Unis, j'en sais rien, mais déjà dans le cadre de la reconnaissance américaine, il y avait un projet, une sorte de plateforme investissement qui devrait être implantée notamment au niveau de la ville de Dakhla. Et vous êtes évidemment informé du fait que les touristes français, y compris les binationaux, prennent Dakhla comme destination pour faire le surf, etc. Donc finalement, la projection, elle est aussi territorialisée par rapport à ces provinces, mais en même temps, à mon sens, elle est connectée à la dimension régionale et continentale de nos villes. Et tout simplement, ça fait écho au discours de Sa Majesté en 2023, le 6 novembre, à l'occasion de la Marche verte, quand il a parlé des investissements au-delà du territoire marocain, en citant entre autres l'initiative courageuse du désenclavement des États sahéliens. Et la symbolique est d'autant plus frappante, compte tenu aussi de l'agenda onusien sur la question nationale. Bientôt, peut-être demain ou après-demain. Dans 2 jours, Voilà. dans 2 jours, il va y avoir une résolution du Conseil de sécurité. Et là, on a quand même 2 membres permanents du Conseil de sécurité qui affichent clairement leur position par rapport à la marocanité du Sahara. Et c'est ça l'enjeu, parce qu'il faut revenir à la déclaration de ce Macron, le message adressé à l'occasion du 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté, donner plus de cohérence, mais agir de concert avec les autres partenaires. Moi, je louche vers le Royaume-Uni, potentiellement une évolution de cet acabit-là, dans le sens où c'est une question qui envenime les relations intermaghrébines et finalement bloque l'intégration. Si intégration il y a, mais le Maroc ne va pas rester immobilisé. Il a d'autres projections par rapport à des organismes régionaux. Je pourrais citer la communauté des États sahélo-sahariens, entre autres choses. Maintenant, ce qu'il faut, c'est cultiver cette coutume, comme disait René Jean Dupuy, passer de la coutume sauvage à la coutume sage et faire en sorte qu'il y ait une codification. Donc, une fois n'est pas coutume, il faudra à ce moment-là, il me semble, donner de consistance juridique à ce genre de déclaration. Et je crois que le Maroc a cette projection et il y aura peut-être des surprises dans les prochaines, on va dire les prochaines années pour être réaliste quand même, Inch'Allah. Enjeu intérieur aussi, enjeu aussi qui concerne la sécurité et la protection des 2 pays. Je vous propose, mesdames, messieurs, d'écouter dans ce sens un extrait de la déclaration à l'issue de cette cérémonie de signature de protocole d'accord devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président français, déclaration faite par le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau. J'ai signé des accords qui concernent la protection civile, la sécurité civile. C'est simplement une expression de l'amitié entre nos 2 pays. Et moi, je suis très, très attaché à cette amitié entre la France et le Maroc. Comptez sur moi pour pouvoir l'approfondir. 2 accords. Le premier est un accord cadre qui va nous permettre d'envisager sur des risques naturels qui sont importants, auxquels nos 2 pays ont à faire face, une étroite collaboration. Et puis l'autre est plus spécifique. Il concerne justement les techniques de lutte contre les feux géants, les feux de forêt notamment, avec les instruments aériens comme les bombardiers d'eau. Mustafa Sahimi, un commentaire. Écoutez, Un commentaire à chaud, parce que la déclaration elle a été faite il y a moins d'1 heure, comme l'a rappelé je prends note, M. Elimoua tout à l'heure. Je prends note que le ministre français de l'Intérieur a fait sa déclaration. Il a parlé de coopération en matière de protection civile. Bien. Il n'a pas parlé du tout de la question migratoire. Or, c'est un ministre, il faut bien le dire, qui a pris des positions particulières depuis qu'il a été nommé pour ce qui est d'une nouvelle politique migratoire de son pays. Alors, le problème se pose en Europe, puisque vous savez qu'il y a un pacte sur l'immigration et le droit d'asile
qui a été adopté par l'Union européenne. Il reste à la France maintenant à traduire ce pacte par un certain nombre de mesures législatives, mais ce qui nous préoccupe, il faut bien le dire, c'est le statut de notre communauté marocaine étrangère. Vous savez, 2023, savez-vous combien il y a eu de cartes de résidents données à des Marocains en France? 323 000. Ah oui, 2022, 318 000. 2021, 287 000. Donc ça, c'est les nouveaux résidents. Il y a le stock, évidemment, je parle sous le contrôle de notre ami Médé Aliou, qui est un spécialiste. Le stock est évalué à 1 700 000. 1 700 000 Marocains d'origine marocaine extrêmement. Donc, il y a en gros, ceux qui sont recensés par l'INSEE en particulier, c'est 853 000. L'Institut français de statistique, 853 000 qui sont recensés, dont plus d'un tiers qui sont des binationaux. Donc nous sommes extrêmement attentifs au traitement qui va être appliqué à notre communauté. Il y a le problème particulier des OQ TF, c'est-à-dire l'obligation de quitter le territoire français. National. Nous avons aujourd'hui disent les Français, plusieurs milliers de Marocains qui sont considérés. Nous sommes dans une, nous sommes dans une approche assez positive vis-à-vis de relations bilatérales. Le ministre a parlé de protection civile. Oui. Donc nous sommes attentifs, nous. Aussi, hein. Oui, de sécurité. Il y a la question migratoire qui préoccupe beaucoup l'opinion publique marocaine parce que nous avons tous, à un titre ou à un autre, un parent, un cousin, un ami, etc., qui est un migrant. Attendez, Dani dit que dans la déclaration, il y a la question. Mais dans la déclaration, les deux chefs d'État se félicitent de la coopération ambitieuse qu'ils ont établie et renforcée en matière de migration, appellent à la construction d'un agenda global dans ce domaine, incluant à la fois la facilitation des mobilités légales, la lutte contre l'immigration irrégulière et la coopération en matière de réalisation de politique, ainsi que le renforcement de la coordination. Mais ce sont des positions de principe. Oui. Il reste à traduire ces positions de principe par des mesures. Ça prend du temps. Il y a en 10 secondes simplement le problème. Le Maroc a accordé 1680 les laissez-passer l'année dernière. Paris voudrait évidemment plus, mais le Maroc veut vérifier qui c'est ces migrants. Il faut établir leur identité. Pour ce qui est des mineurs également, c'est un autre problème. On nous amène un mineur, on nous dit les Marocains. Mais il peut être tunisien, il peut être algérien, etc. Donc c'est des problèmes ça qu'il faut régler. Et puis nous sommes attentifs à l'instrumentalisation de la question migratoire en France par un certain nombre de pays et de partis et de responsables. Mais écoutez, moi je pense aujourd'hui qu'il y a unanimité de la gauche, de la droite, du centre sur l'importance de mettre en place toute une feuille de route pour renforcer cette relation bilatérale entre le Maroc et la France. Je pense la visite d'État qui c'est pas ça le problème, si vous permettez. Oui, pour la question migratoire, je parle de quelque chose de précis. On le laisse finir, ça va se finir, si vous le permettez. Si vous le permettez, on le laisse finir son propos. Je pense, à la lumière de, nous suivons les choses à travers la déclaration commune des deux chefs d'État. Je pense aujourd'hui, nous sommes dans une relation qui appelle à un partenariat d'exception renforcé. C'est un partenariat multidimensionnel. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui sont très importants. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une page qui s'œuvre avec la France pour une création d'une synergie sur plusieurs domaines, à savoir l'immigration clandestine, à savoir la sécurité, à savoir le développement économique. Je pense que ce sont des questions qu'on n'a pas assez d'éléments pour jauger et pour juger et pour expliciter ou expliquer les choses. Mais c'est un point qui a été relevé et qui a été beaucoup traité par les médias français, notamment. Ils n'ont pas manqué d'en mettre plusieurs couches, notamment sur cette question-là, en commentant entre autres, la visite d'État qu'effectue le président français au Maroc pour 3 jours, qui a débuté, rappelons-le, aujourd'hui. Et c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui. Un commentaire Médé Aliou, vous qui êtes expert de cette question migratoire. Justement, en tant qu'expert, j'ai beaucoup été appelé cette semaine par les médias français pour parler de ça. J'ai peu communiqué parce que je ne savais pas ce qui allait en sortir. J'aime bien un petit clin d'œil, un petit trait d'humour, de parler de bombardiers, des avions et pour éteindre le feu. On a l'impression que, justement, le ministre de l'Intérieur de la République française veut un peu éteindre le feu parce que la question migratoire, ça fait partie des questions qui fâchent. Exact. Donc on en a cité auparavant.
On ne va pas revenir dessus, elles sont essentielles et c'est la cause nationale. Mais la question migratoire, c'est une question qui fâche, puisqu'il n'y a pas de réciprocité dans la liberté de circulation entre nos deux pays. Il n'y a pas non plus, derrière la migration, il y a aussi la question des descendants de ces migrants, de l'usage de la langue arabe. Je vois que dans les protocoles, il n'y a rien qui a été signé sur la migration, mais on a signé des accords de coopération pour le renforcement de l'apprentissage de la langue arabe, pour les questions de culture. C'est important, nous connaissons la culture française, nous avons des instituts français, et il est normal que de l'autre côté, il y a un magnifique institut du monde arabe aussi. Je ne dis pas qu'il ne se passe rien en France, mais c'est un peu épidermique du point de vue marocain. Je ne suis pas sûr si les citoyennes et les citoyens français s'en rendent compte, mais voilà, c'est une question qui rapidement monte en température. C'est pour ça que peut-être c'était bien de dire que la lutte contre les incendies, ce n'était pas le moment de signer un accord spécifique sur les questions migratoires. Ce qui est intéressant, c'est justement le renforcement du réseau des établissements d'enseignement français au Maroc et aussi le rôle du Maroc dans la transmission de cette culture, de cette culture et aussi le rôle cultuel du Maroc de prôner cet islam du juste milieu. Et là, on a quand même cet enseignement de la langue arabe en France, c'est une première. C'est important. On avait déjà, bien sûr, une action assez forte à travers notamment la fondation Hassan Thani ou d'autres types d'accords aussi où il y a un renforcement. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas avoir de partenariat si on ne se connaît pas, s'il n'y a pas une dimension humaine. Exact. Et les relations humaines, elles se tissent autour de partage de normes, enfin en tout cas de valeurs au moins, et après de normes. Mais l'économie, ça vient après, parce que dire qu'on va faire du business, c'est assez facile, mais une fois qu'on a échangé 3 choses, on n'a pas envie d'y revenir si on ne s'entend pas. Donc il faut un peu plus que simplement... Oui, et même les intérêts... Ça commence à l'école. D'où le rôle de la diplomatie universitaire Média et la création aussi d'un centre de recherche franco-marocain. Et là, c'est inédit. C'est une première, c'est très important de le dire. Les 3 grosses universités de la région, Rabat, Salih, Qnitra, avec l'université Mohamed Khamis, mon université, je le dis parce que je suis un peu fier, et on voit notre président qui était là, qui a signé donc cet accord, l'Université internationale de Rabat et l'Université Ibn Tofel aussi, ont signé avec Sorbonne Université, le CNRS, pour créer justement ce centre franco-marocain, ce centre de recherche franco-marocain. C'est important parce que derrière, l'enjeu, c'est de dire qu'on ne va pas être juste dans des accords applicables, d'échanges économiques ou de développement. On va être aussi dans la prospective. On va réfléchir sur qui nous sommes en sciences humaines et sociales. On va réfléchir sur comment on va développer le big data, parce que ça va être au centre. Ça, c'est central, le big data. Donc les sciences humaines et aussi les sciences de l'innovation. Oui, notamment l'hydrogène, la transition, l'IA, etc. Et en fait, il faut qu'il y ait des transferts de technologie. Ça a toujours été dit dans les différences des rapports Nord-Sud. S'il n'y a pas un minimum de transfert de technologie, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a pas de meilleur transfert de technologie d'un vrai partenariat. Moi, je participe beaucoup avec des collègues français. On est sur le même pied d'égalité et on apprend d'eux, ils apprennent de nous sur mes domaines. Et donc, c'est comme ça qu'on va avancer. Parfois, on apprend un peu plus d'eux, mais inversement, on a aussi beaucoup de choses à apporter et ils apprennent plus qu'on en apprend. Et donc, si on ne commence pas à le mettre concrètement et on ne met pas les gens au travail, et si on a signé ça, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait 10 ans que plusieurs universités marocaines, dont l'UIR, est à la pointe. On a créé des laboratoires internationaux associés. Moi-même, j'ai créé un laboratoire international avec l'IRD sur les questions migratoires. Donc, on était déjà en train de le faire. Et donc, parfois, on l'oublie. Peut-être que la solution viendrait du Maroc aussi à cette problématique européenne de la migration. Ah ben ça, on voit bien qu'on a des arguments. En co-construction. J'aurais pas le temps de tous les développer, mais on a des arguments. Et c'est entendu de l'autre côté, puisqu'on a créé des revues, on a créé on a fait des colloques, on a décroché des programmes de recherche, et c'est écouté de l'autre côté. Alors que lorsqu'on n'est pas favorable, malheureusement, ni en France ni en Europe. Sur les questions migratoires. Pour sensibiliser aux questions migratoires, il faut le dire. Au niveau électoral, non, mais à d'autres niveaux, si, parce que après, les faits restent les faits. On a bien vu, c'est pas la France et l'Espagne, mais la sortie du chef du gouvernement espagnol, qui a rappelé que sans migration, il n'y aurait pas de développement en Espagne. Et donc, beaucoup le pensent, en haut lieu même en France, mais ils ont peur, c'est un risque électoral,
Mais de fait, de toute façon, il faudra bien qu'on trouve les moyens de régler à l'amiable ces éléments-là, parce que de fait, il y a la migration peut-être non désirée, mais quand on sait le nombre d'ingénieurs, de médecins qui partent du Maroc, alors qu'on en a besoin. Qui ne partent pas et qu'on vient chercher. Hein, oui, qu'on vient chercher, Après, fait des c'est salons, la mobilité aussi. Et ce contexte même de mondialisation qui permet en fait la circulation de la matière grise. Et donc il faut créer ici des hubs, excusez-moi, pour que s'ils partent, ils puissent toujours revenir et trouver une qualité ici. Et c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Exact. Professeur Aboudaab, je vous voyais acquiescer sur cette question-là. Justement, avant tout, les enjeux sont politiques, mais le contexte diplomatique se prête aujourd'hui à un renouvellement du partenariat Maroc-France. Quelle est la prochaine étape? La consolidation. Parce qu'il y a des déclarations d'intention, c'est-à-dire l'amorce d'un partenariat en cours, il est processuel, mais il faut détailler un certain nombre de points. Par exemple, les questions de financement. On va créer un centre de formation sciences humaines dédié aussi à l'Afrique de façon générale, mais maintenant le montage institutionnel, la durabilité, le personnel, etc. sont des questions qu'il va falloir par la suite intégrer dans des actes juridiques, des conventions ou des protocoles pour préciser la part des choses. Deuxièmement, il va falloir, à mon sens aujourd'hui, et là probablement c'est une problématique qui est aussi marocaine, sur le plan de l'implémentation institutionnelle. Ça me rappelle le grand juriste français Carbonnier, parfois une espèce d'inflation juridico-institutionnelle. Tellement d'accords, il y a tellement d'initiatives, tellement de projets. Et là, je vois la relation avec la France aussi dans le contexte de la relation qu'a le Maroc avec d'autres partenaires. Et j'ai en mémoire le partenariat substantiel avec l'Espagne. Je me pose la question sur la manière avec laquelle l'administration marocaine allait implémenter toute cette montagne d'accords, etc. Ça va nous demander une espèce d'ingénierie en termes de politique publique et d'implémentation et former aussi, je dirais, les formateurs, toutes les personnes qui vont agir en tant que points focaux, etc., pour on assure le suivi. Pourquoi je dis cela, Madame Khadija? Et vous avez bien raison. Ça me rappelle les conventions que Sa Majesté avait initiées en Afrique. Ouais. Et à un moment donné, on s'était posé la question, oui, c'est bien de signer, mais après le suivi. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas non pas lexicométrie, mais d'instruments de mesure réels sur l'effectivité des conventions conclues. Et puis, au final, les conventions devraient aussi atteindre le citoyen, lambda, comme on dit. C'est un peu élitiste dans un premier temps, c'est le partenariat, etc. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut penser à une problématique sociétale, il me semble, et en termes d'appropriation. Et ce qui se dit par rapport à la France se dit par rapport à d'autres pays de l'Afrique subsaharienne notamment, entre autres choses. La délégation, elle est quand même composée de gros patrons, du CAC 40, qu'on a quand même, et de gros secteurs, et des secteurs quand même très divers et variés. Je le disais tout à l'heure, il y a bien sûr les secteurs classiques, mais oui, les nouveaux métiers, entre autres, qui ne sont plus si nouveaux, mais en tout cas, il y a ces métiers-là. Il y a le e-sport. Aujourd'hui, on parle de e-sport, on parle de l'industrie créative, des e-athlètes. Moustapha Sahimi, vous vouliez rajouter quelque chose? Peut-être dans ce sens. Je vais... Sur la diversification, finalement, des acteurs économiques, privés, qui accompagnent le chef de l'État dans sa visite d'État au Maroc. Vous avez raison de le relever. Je vous rappelle qu'il y a 38 grandes entreprises du CAC 40, 38, qui ont des sociétés, des filiales au Maroc. C'est extrêmement important. Donc le CAC 40, c'est les grandes pontes du marché financier, industriel ou autre, qui sont présents, qui connaissent le Maroc. Je puis vous dire aussi que les grands patrons que vous avez cités ont été associés depuis des mois à la préparation de cette visite. Ils ne sont pas là pour 48 heures jusqu'à mercredi pour venir signer, etc. C'est un travail qui a été fait, en particulier par la CGM, qui a des contacts tenant très étroits avec le patronat français. Le MEDEF, dont le patron est là aussi. Et oui, il y a une rencontre qui est prévue demain à Rabat, à l'UIR, n'est-ce pas? Tout à fait, avec une quinzaine d'opérateurs des deux pays, de grands opérateurs. Un autre point qui est intéressant, c'est que dans le communiqué,
il est prévu une mesure concrète. Laquelle? La création d'un comité stratégique de suivi. Oui, ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des accords, il y a un comité donc bilatéral dont les membres vont être désignés prochainement, il y a un pilotage. qui est suivi donc de suivi, qui est paritaire, moitié-moitié, etc. Et ça répond à la question de mon collègue tout à l'heure pour ce qui est du millier d'accords signés dans le cadre des 34 visites de Sa Majesté le Roi dans les pays africains, 34 pays africains visités, et c'est 52 visites au total. Et c'est intéressant de voir comment est assuré le suivi de ce paquet, donc de ce socle, de ce capital d'accords. Du coup, c'est ce que vous dites, en fait, le secteur privé doit continuer et prendre le relais L'État en partenariat avec le public, quand même, avec l'exécutif. L'État est stratège, l'État est aussi. régalien. Il intervient, il accompagne, mais évidemment, dans la mesure des possibilités financières du pays, mais il est extrêmement important que ce soit évidemment le secteur privé qui prenne le relais, qui se mobilise. Et ça, je pense qu'entre Rabat et Paris, c'est extrêmement important parce qu'il y a des liens étroits entre les opérateurs privés des deux pays. Absolument. Un dernier point, justement, sur ce communiqué commun à l'issue des entretiens entre les deux chefs d'État, entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron, où le président français a adressé une invitation officielle à Sa Majesté le Roi pour effectuer une visite d'État en France, invitation acceptée par le souverain. Commentaire, messieurs. Je vais faire un tour de table justement sur... parce que ça ouvre aussi de nouvelles perspectives. Mustafa Sahimi, puis ce sera une minute pour chacun. C'est une invitation pour une visite d'État. Oui. C'est extrêmement important. Ça atteste bien donc le réchauffement et le type de lien relevant du partenariat d'exception entre les deux pays. Je vous rappelle que Sa Majesté a été également invitée par le chef d'État allemand, voici 3 ans, pour une visite officielle d'État. Donc c'est important. Alors pourquoi visite d'État? Parce que ça consacre un processus de normalisation, de réchauffement et également un type de relation privilégiée entre les deux pays. Il faut s'en féliciter. Moi, je pense que ça rentre dans la consolidation et la consécration de ce partenariat stratégique renforcé signé entre le Maroc et la France et que nous sommes dans une voie irrévocable de travail, d'action sur le plan stratégique et aussi sur le plan de certaines visions géopolitiques. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une démarche inclusive où il n'y a pas donc de retour en arrière. Donc, et de fait, aujourd'hui, cette invitation du président français à Sa Majesté le Roi Mohammed VI témoigne aussi de la solidité et de la proactivité de ce partenariat d'exception renforcé entre les deux pays. Mehdi Aliwa. Moi, pour répondre, je parlerai juste un petit détour sur, justement, vous avez dit les industries créatives, le gaming, et le fait qu'il y ait des accords qui ont été faits, que demain, il y aura aussi une visite sur le site de l'UR, parce on va former aussi sur les questions du gaming avec notre collège d'ingénierie. C'est important, pourquoi? Parce que c'est les industries de demain, c'est déjà celles d'aujourd'hui, mais elles vont monter en force. Et en même temps, c'est des choses qui attirent beaucoup les jeunes, et nous sommes un pays très jeune. Et donc, si on veut construire des relations solides pour le futur, et c'est très bien justement que le chef de l'État, Sa Majesté, aille en retour pour montrer que ces accords sont forts, ça se fera aussi sur la question de la jeunesse et la question de quel avenir on doit donner à cette jeunesse. C'est très important parce qu'il y va de la stabilité. L'Europe ne peut pas, la France et l'Europe au-delà de la France ne peut pas continuer à tourner le dos parfois ou à montrer un petit peu, si ce n'est tourner le dos, au sud méditerranéen. Il y aura besoin de stabilité et le Maroc est un pays clé dans le facteur de stabilisation de la région. Et donc, il était logique de pousser vers là, notamment ne serait-ce qu'en termes démographiques. Demain, il faudra donner aussi du travail à tous ces jeunes. Au lieu de toujours penser qu'on va construire des murs, il faudra d'abord se développer ensemble. Et développer l'humain, absolument. Zakaria Boudahab, mot de la fin sur les perspectives après l'annonce de cette invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le président Macron pour une visite d'État. Oui, dans la cordialité, la réciprocité, dans ce réchauffement, dans cette embellie,
pour en assurer la durabilité, la consolidation. Vous savez, j'ai eu une mémoire rapidement, feu le roi Hassan II, en 96, quand il a été ovationné à l'Assemblée nationale. On disait à l'époque, il a donné une leçon de droit constitutionnel. C'est Srimi, louche vers moi, il s'en souvient très bien. C'est en 86. Non, 96. C'était Philippe Seguin qui présidait le perchoir. Et aujourd'hui, je crois probablement, et on le souhaite aussi fort bien, que Sa Majesté puisse aussi donner un discours à l'Assemblée nationale, voire même au niveau du Parlement européen. Parce qu'il y a une profondeur, en fait, sur cette démocratie, sur s'adresser aux élus du peuple, au final. Chose que fera d'ailleurs le président Macron demain, devant les parlementaires. Et ça permettrait peut-être de sceller aussi un partenariat avec l'Union européenne, puisque la France en est membre fondateur. Et par conséquent, ça va être aussi un message adressé à quiconque qui cherche à brouiller la relation avec la France. Aujourd'hui, on peut s'en réjouir. C'est une relation qui est aujourd'hui en train d'être sécurisée et mise sur le rail comme celui de la ligne à grande vitesse. Malgré toutes les tentatives vaines de brouiller cela, ça peut passer par des épisodes de bruit, entre guillemets, mais après les choses reprennent leur chemin normal. Merci beaucoup, messieurs. Merci Mustafa Sahimi. Merci Sherka Veloudani. Merci beaucoup professeur Mahdi Aliwa. Et à vous également, mes remerciements. Avec plaisir. Zakaria Boudahab. Merci messieurs d'avoir enrichi cette édition spéciale consacrée à la visite d'État du président Emmanuel Macron au Maroc, à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Notre couverture spéciale de cet événement majeur se poursuit sur Média TV. Merci pour votre fidélité. Très bonne suite des programmes.